Bonjour à tous, nous sommes le vendredi 13 février 2026 et notre cher ami, l'ambassadeur Chas Freeman, est avec nous. Bienvenue. Content de te revoir de retour du Minas Gerais. J'imagine que ça fait du bien d'être à la maison. Ouais, ça fait du bien d'être de retour à la maison. Ouais, avec les enfants. Oui, absolument. Et tu étais en Iran à une période très intéressante, c'est certain. Veuillez cliquer sur le bouton J'aime pour nous aider à toucher davantage de personnes. Monsieur l'ambassadeur, permettez-moi de commencer par ceci. Notre discussion d'aujourd'hui portera sur la politique étrangère des États-Unis. Mais il se passe quelque chose, à l'intérieur même des États-Unis, qui influence profondément cette politique étrangère. Et c'est le dossier Epstein. Hier, il y a eu une discussion entre Thomas Massie et Pam Bondi à propos du dossier Epstein. Ce que disait Thomas Massie, c'est qu'il faut revenir en arrière et examiner toutes les affaires dans leur ensemble. Voici, en substance, ce qu'il a déclaré. Syndrome de dérangement. Tu es un politicien raté. C'est plus grave que le Watergate. Cela s'étend sur 4 administrations. Il ne faut pas remonter seulement jusqu'à Biden, remontons jusqu'à Obama, jusqu'à George Bush. Cette dissimulation s'étend sur des décennies et vous êtes responsable de cette partie-là. Derrière moi, j'ai 3 documents issus de la production du DOJ qui illustrent l'échec massif du ministère de la Justice à se conformer à la loi sur la transparence des dossiers Epstein. À ma droite se trouve un courriel envoyé par les avocats des victimes au DOJ. C'était une liste de noms à ne pas publier. Pardon, une liste de noms à ne pas caviarder. Qu'a fait le DOJ de ce courriel? Ils l'ont publié dans la production de documents. Littéralement la pire chose que vous pouviez faire aux survivants. Vous l'avez faite. Et maintenant, ils reçoivent des appels téléphoniques. Beaucoup de ces personnes ne voulaient pas être identifiées. Et nous savons que vous avez manipulé le document, car vous avez caviardé un nom, celui de l'avocat, mais vous avez laissé celui de la survivante. Le document suivant que je veux vous montrer comportait dans son titre les noms des victimes et des survivantes, n'est-ce pas? Le titre de celui-ci est « Traite sexuelle d'enfants ». Les co-conspirateurs entièrement caviardés. Et soit dit en passant, je vais le lire à partir d'ici. Les Wexner y figurent. Or, votre sous-ministre adjoint, votre procureur général adjoint, a déclaré « Oh, eh bien, il apparaît des centaines de fois dans les dossiers. Mais il n'apparaît pas dans ce dossier avant que je ne vous oblige à le publier, où il est mentionné comme co-conspirateur, non pas pour fraude fiscale, mais pour traite sexuelle d'enfants. Pas pour prostitution, pas pour blanchiment d'argent, pour traite sexuelle d'enfants. Et enfin, ce que nous avons ici, le 3e élément que je présente, est emblématique de la publication du FD 302. Ce sont les documents dont nous avons besoin, ceux que vous gardez et que vous caviardez à l'excès, parce qu'ils contiennent les noms des hommes impliqués. Comment le savons-nous? Parce que les survivants ont témoigné devant le FBI, et c'est là-dedans. Et que se passe-t-il quand on va sur le portail du DOJ pour voir ce qui se cache derrière la censure? Une autre censure. Nous ne pouvons donc même pas les voir. Et certains de ces fichiers que vous avez retirés du site web, nous ne les verrons jamais. Ouais, tu obtiens tout. Eh bien, je pense que, vous savez, il y a apparemment environ 6 millions de dossiers. Seulement 3,5 millions ont été publiés et ils ont été fortement expurgés. Il semble que le nom de Donald Trump apparaisse 1 million de fois dans ces 6 millions de dossiers, mais il est caviardé 99% du temps. Il est donc très clair qu'il y a une dissimulation en cours. Il n'y a jamais vraiment eu de doute à ce sujet. Et la performance du ministère de la Justice, sous la direction de Madame Bondi, a été consternante, vraiment, à tous les niveaux. Ils n'appliquent pas la loi. Ils s'en prennent
aux ennemis politiques du président avec acharnement. Ils n'appliquent pas les droits constitutionnels, ils les ignorent. Ils n'appliquent pas la loi. La loi stipule qu'ils sont censés publier tous les dossiers avec un minimum de caviardage. Au lieu de cela, ils ont publié une partie des dossiers avec un caviardage maximal, manifestement destiné à dissimuler l'implication de membres de la classe plutocratique sioniste dans ce scandale. C'est le problème de Wexner. C'est un grand milliardaire et un partisan du sionisme, et il est protégé par l'administration ainsi que par le président. Nous avons donc une confrontation politique qui, comme vous l'avez dit, a beaucoup à voir avec la politique étrangère, ne serait-ce que parce qu'elle pousse le président et d'autres à créer des distractions. Ainsi, une armada est stationnée dans l'océan Indien, dirigée vers l'Iran. Un autre porte-avions est détourné des Caraïbes vers la même région. Le Gerald R. Ford, le plus grand porte-avions du monde, va se trouver à portée des missiles iraniens. C'est un grand risque. Le Congrès n'a pris aucune mesure à ce sujet, et il est clair que cela vise, au moins en partie, à détourner l'attention des questions que le représentant Massey soulevait avec le procureur général Bondi. Monsieur l'ambassadeur, vous avez mentionné le cas de l'Iran. Pour les Iraniens, il semble qu'ils soient prêts à négocier avec les États-Unis. Je ne sais pas à quel point l'administration Trump est disposée à discuter, à se concentrer sur les questions étape par étape. Commençons par là, car du côté iranien, ils disent « commençons par le programme nucléaire ». Parlons-en. Comment percevez-vous la volonté de l'administration Trump de leur côté et cette idée selon laquelle ils peuvent, parce que Donald Trump parlait du fait que dans le mois à venir, il faudrait parvenir à une sorte d'accord avec l'Iran. Cela me stupéfie, car il a dit quelque chose de similaire auparavant à propos de la guerre en Ukraine. En 24 heures, nous allons régler ça. Ce sont, à mon avis, des idées illusoires. Mais quelle est votre compréhension de cela? Eh bien, je pense que nous devons examiner les objectifs divergents des différents acteurs, présents ou absents, dans ces négociations. Pour l'Iran, les discussions visent à prouver, à la satisfaction des États-Unis et d'autres, ce que les services de renseignement américains, israéliens et d'autres, ainsi que l'IAEA, affirment tous que l'Iran n'a pas pris la décision de fabriquer une bombe. Tel est l'objectif iranien. Établir l'innocence de l'Iran dans cette affaire et renforcer les dispositions du traité de non-prolifération qui autorise l'Iran à procéder à l'enrichissement et à inscrire cet enrichissement dans un cadre pacifique s'ils le peuvent. Voilà l'objectif iranien. Ils n'ont aucun intérêt à se désarmer en détruisant leur force de missiles ou en la réduisant, ni à rompre leurs relations avec divers groupes du Levant qui résistent à l'hégémonie israélienne, et ils ne discuteront pas de ces sujets. Ce sont des questions distinctes, et l'Iran a clairement indiqué qu'il n'en parlerait pas, certainement pas pour le moment. Voilà donc la position iranienne. La position américaine, elle, est très confuse. Elle réagit essentiellement aux orientations données par Israël. Passons donc aux objectifs d'Israël. Israël affirme que tout cela concerne le programme nucléaire iranien. Et en effet, on peut supposer que les Israéliens s'inquiètent de la possibilité de perdre leur monopole nucléaire en Asie occidentale. Ils sont la seule puissance nucléaire d'Asie occidentale. Ils ont développé leurs armes nucléaires clandestinement et ont menti au monde pendant qu'ils le faisaient. Ils craignent que l'Iran ne suive leur exemple, et cela est rationnel. Mais en réalité, c'est un prétexte. L'objectif israélien plus large est de détruire la puissance de l'Iran et de l'éliminer comme concurrent pour l'influence en Asie occidentale. L'objectif fondamental, que je trouve franchement insensé, est le changement de régime. La question nucléaire n'est qu'un prétexte pour poursuivre ce but,
car elle suscite le soutien à Israël aux États-Unis et ailleurs. Il est considéré comme parfaitement légitime de se préoccuper de la non-prolifération. Il n'est généralement pas considéré comme légitime de promouvoir un programme de changement de régime pur et simple, ce qui correspond pourtant à l'agenda réel d'Israël. Ainsi, Israël a déployé beaucoup d'efforts pour affaiblir, voire éliminer, les alliés de l'Iran au Liban, en Syrie et au Yémen. Et maintenant, puisqu'il ne peut pas le faire lui-même, il tente de convaincre les États-Unis d'éliminer l'Iran à sa place. L'administration de Donald J. Trump, qui est redevable aux sionistes nationaux et se plie régulièrement aux exigences israéliennes, poursuit l'agenda israélien. Le dernier point à souligner est que Netanyahou ne souhaite pas d'accord sur les questions nucléaires. C'est pourquoi il s'est envolé soudainement pour Washington, au lieu de respecter la date qu'il avait initialement fixée. Il a avancé sa visite parce qu'il voulait s'assurer qu'aucun accord ne soit conclu. Pourquoi? Parce que tout accord, s'il devait avoir lieu, se limiterait à la question nucléaire. Mais ce n'est pas ce qui le préoccupe principalement. Ce qui l'intéresse surtout, c'est d'amener les États-Unis à faire tomber l'Iran. Voilà où nous en sommes. Maintenant, quelle est la stratégie de l'administration Trump? En général, elle n'en a pas. Elle est représentée dans ces discussions par des personnes sans autorité constitutionnelle, sans fonction officielle, simplement des proches ou des membres de la famille du président. Jusqu'à présent, l'équipe Witkoff et Kushner, dans tous les contextes où elle a été chargée de négocier au nom du président, n'a pas réussi à produire un accord viable. Il n'y a pas de cessez-le-feu à Gaza, malgré les efforts pour présenter la situation comme s'il y en avait un. Il n'y a pas de résolution à la guerre en Ukraine, et je pense que tant les Ukrainiens que les Russes ont de sérieux doutes quant à l'équipe Witkoff-Kushner, sur sa capacité réelle à obtenir des résultats, ou même à comprendre les positions des différentes parties. Et enfin, bien sûr, il n'y a pas d'accord avec l'Iran. La dernière fois, ou l'avant-dernière fois, que les parties se sont rencontrées, c'est-à-dire les États-Unis et l'Iran à Mascate, à Oman, les États-Unis et Israël ont utilisé cette rencontre comme une manœuvre de diversion, une couverture pour une attaque surprise contre l'Iran. Il n'y a donc absolument aucune confiance entre les parties. Il n'y a aucune raison d'espérer un accord. Donald Trump a menacé que s'il n'y avait pas d'accord, il attaquerait l'Iran. Des forces se rassemblent en Azerbaïdjan et en Arménie, ainsi qu'un groupe naval. Il est clair qu'Israël est profondément préoccupé par son incapacité à se défendre contre une riposte iranienne à une attaque américaine, et a désormais essentiellement exigé que les États-Unis renforcent encore leurs forces. Ainsi, en plus de l'installation d'une base pour le système de défense antimissile THAAD en Israël et du déploiement de divers éléments de la marine, environ 10 navires pour l'instant, bientôt rejoints par le Gerald R. Ford, les Israéliens se préparent à affronter la tempête. Ils espèrent et mènent une campagne d'information en ce sens, qu'une attaque américaine contre l'Iran entraînera une riposte iranienne uniquement contre les Américains. Mais l'Iran a été très clair, ce serait une guerre régionale. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie d'abord qu'ils iraient jusqu'au bout, sans retenue contre Israël. Et ensuite, dans la mesure où l'Azerbaïdjan et l'Arménie accueillent des forces dirigées contre l'Iran, eux aussi seraient frappés. Donc je suppose qu'au fond de tout cela, il y a une défaillance du renseignement typique de la manière dont ces défaillances se produisent. Des faits dérangeants se heurtent à des opinions bien ancrées. Les responsables politiques israéliens, Netanyahou en particulier, semblent s'être convaincus qu'Israël est tout-puissant et que l'Iran est faible.
On s'attend à ce que les troubles en Iran, que vous avez observés de près, soient le signe que le régime est creux et pourrait s'effondrer. Je veux revenir là-dessus. Pardonnez-moi pour cette longue réponse, mais c'est une question très complexe. Donald Trump semble s'être convaincu, après son opération au Venezuela, qu'il n'y a rien que les forces armées américaines ne puissent faire. Et ses conseillers lui répètent qu'à nouveau, l'Iran est au bord de l'effondrement. Son secrétaire au Trésor se vante d'avoir provoqué les émeutes en faisant chuter la monnaie iranienne. Donc nous faisons chuter la monnaie iranienne. Et il y a des manifestations que nous et d'autres manipulons pour qu'elles deviennent des émeutes. Nous savons désormais qu'en plus des récepteurs Starlink introduits clandestinement auparavant, lors de ces manifestations, il y a eu un autre trafic. 7000 récepteurs Starlink supplémentaires ont été acheminés sous l'autorité du département d'État, avec des fonds détournés d'un programme censé promouvoir la liberté de l'information. Tout le monde se persuade donc qu'il est possible de faire tomber l'Iran. Je n'y crois pas. D'abord, les Iraniens se sont réarmés. Nous savons qu'un système radar chinois a été fourni, capable de détecter le bombardier furtif F-35. Nous savons également que le HQ-9, un système chinois de défense aérienne et de missiles très performant, a été livré à l'Iran. Les Russes ont aussi fourni du matériel, mais ils sont sous pression à cause de leur guerre en Ukraine. Mais l'Iran est prêt pour une attaque, et il a, semble-t-il, essentiellement perdu patience. Nous avons suffisamment provoqué l'Iran, nous l'avons attaqué, nous avons tué assez d'Iraniens, nous signifiant l'Occident collectif, y compris Israël, au point que l'Iran a décidé que cela suffisait. En posant une menace existentielle à la République islamique, nous l'avons poussé à réagir d'une manière qui constituera une menace existentielle pour Israël et pour la présence américaine dans le Golfe. Permettez-moi de conclure en disant que je trouve l'idée selon laquelle, si la République islamique était renversée, cela produirait d'une manière ou d'une autre un Iran favorable à Israël et aux États-Unis. Tout à fait absurde. L'humeur en Iran est bien sûr très confuse. Les gens souffrent économiquement à cause de l'effondrement de la monnaie provoqué par les États-Unis. Ils souffrent également des sanctions imposées par les États-Unis. Il est clair que beaucoup de personnes sont mécontentes. Certaines ont même été tuées, aussi bien des civils que des membres des forces de l'ordre, bien que les chiffres soient largement exagérés dans la propagande en dehors de Téhéran. Ainsi, le régime, le gouvernement de Téhéran, subit une pression intense, à la fois externe et interne. Il ne semble pas enclin à se rendre, et par conséquent, il ne le fera pas. Je suis presque certain qu'il n'y aura aucun accord entre les États-Unis et l'Iran. Donald Trump devra mettre sa menace d'attaquer l'Iran à exécution, et s'il le fait, je pense que nous regretterons tous les conséquences. Monsieur l'ambassadeur, lorsque nous regardons les médias israéliens, je suis curieux de savoir ce qui se passe en Israël, compte tenu du public qu'ils ont. Il semble que d'un côté, ils se sentent désespérés à l'idée que les États-Unis et l'Iran puissent parvenir à un accord, quelque chose qu'ils considèrent comme très dangereux. De l'autre côté, si les États-Unis n'attaquent pas l'Iran, alors Israël doit attaquer l'Iran, même si cela serait un suicide pour Israël. Pourquoi cela? Parce que c'est un suicide total. Cela remonte loin. Tout d'abord, reconnaissons que les Israéliens sont essentiellement psychotiques. Ils ont été traumatisés. Ce sont les descendants de personnes qui ont subi l'Holocauste européen ou qui ont été chassés des pays arabes à la suite de la création d'Israël en tant qu'implantation coloniale au Levant. La rancune que cela a engendrée à l'égard des Juifs arabes, qui ont ensuite dû fuir lorsqu'ils ne pouvaient pas obtenir de résidence dans les Amériques,
je veux dire, il y a un grand nombre de personnes dans les Amériques qui sont les descendants d'Arabes ayant dû partir à cause de la création d'Israël. Pas seulement des Palestiniens, mais bien d'autres encore. Mais lorsqu'ils n'ont pas pu trouver refuge dans les Amériques, ils sont allés en Israël. Et là, on les a conditionnés pour faire de l'Holocauste une partie de leur propre expérience. Ainsi, les Israéliens croient et on leur enseigne à l'école que tout le monde dans le monde déteste les Juifs et veut les tuer, ce qui est faux. Ils occultent toute preuve contraire. Par exemple, dans le cas de l'Iran, il existe encore une communauté juive florissante qui n'a jamais quitté le pays, bien qu'il y ait une diaspora de Juifs iraniens à l'étranger. Pourtant, nous avons un pays qui est fondamentalement fou. Il croit que tout le monde cherche à le tuer. C'est psychotique. Et ensuite, nous en venons, encore une fois, je reviens à quel est l'objectif israélien? Israël a le sentiment d'être sous une menace existentielle. Cela fait partie de la psychose. Israël est convaincu que l'Iran est déterminé à le détruire et qu'il construira une arme nucléaire pour y parvenir. Ainsi, tout ce qui concerne l'Iran constitue pour les Israéliens une menace existentielle. Et maintenant, il semble que deux choses se produisent aux États-Unis. Enfin, plus que cela, mais deux choses inquiétantes du point de vue israélien. La première est l'effondrement du soutien du public américain à Israël en raison des horreurs à Gaza et dans une moindre mesure de celles qui se déroulent actuellement en Cisjordanie, lesquelles reçoivent moins d'attention médiatique. Mais vous savez, ça fait presque 2 ans et demi, peut-être 3 ans, qu'Israël tente de dire, à propos de Gaza, « Rien à voir ici, circulez, ne regardez pas, il ne se passe rien, nous nourrissons tout le monde va bien, et nous ne faisons que tuer des combattants du Hamas. » Et tout le monde dans le monde a pu constater que ce n'était pas vrai. Et par conséquent, le soutien à Israël s'est essentiellement effondré aux États-Unis. Il reste encore de nombreux républicains qui maintiennent une position pro-sioniste, mais la majorité du public américain ne soutient plus cette position et s'intéresse en réalité à l'autodétermination palestinienne. Ainsi, Israël perd sa base de soutien étrangère, et cela l'inquiète, à juste titre. C'est le premier point. Nous avons maintenant une situation dans laquelle, dans ce contexte, il semble que les États-Unis soient sérieux à propos d'un accord avec l'Iran uniquement sur la question nucléaire, sans aborder la question des missiles, ni celle du Hezbollah, du Hamas, des Houthis ou d'autres, de manière sérieuse. Bien sûr, les États-Unis ont soutenu Israël contre tous ces éléments de résistance et ont tenté de les réduire ou de les désarmer au Liban, en Syrie et au Yémen, sans succès. Ainsi, Israël regarde ces discussions et se dit « Mon Dieu, non seulement nous perdons le soutien américain, nous ne pouvons plus en être certains, mais nous risquons de voir les États-Unis accepter l'Iran comme concurrent d'Israël pour l'influence en Asie occidentale. » En d'autres termes, le rêve israélien d'un contrôle total de la région est en péril. Je ne pense donc pas qu'il soit difficile de comprendre la quasi-panique que Netanyahou manifeste. Son rêve d'établir Israël comme puissance hégémonique en Asie occidentale est menacé. Mais quand on regarde Israël aujourd'hui, un pays de 8 millions d'habitants, comment peuvent-ils imaginer qu'ils peuvent dominer toute la région? C'est incroyable pour moi qu'ils pensent pouvoir le faire. Ils n'en ont tout simplement pas les moyens. Physiquement, ils ne les ont pas. Ce qu'ils ont, c'est que Netanyahou a parlé de transformer Israël en une nouvelle Sparte, une société entièrement militarisée. Ils en sont très proches. Ils bénéficient du soutien total du pays le plus puissant de la planète sur le plan militaire, les États-Unis,
Ils disposent d'un chèque en blanc du Congrès américain et des responsables politiques américains, y compris de ce président. Maintenant, vous savez, je sais que vous avez eu des débats, ou que d'autres en ont eu, pour savoir si c'est Israël qui utilise les États-Unis ou les États-Unis qui utilisent Israël. Mais en réalité, cela n'a pas d'importance. Les deux agissent comme une seule et même menace pour la stabilité de la région, comme l'a honnêtement déclaré Abu Saïdi, le Premier ministre omanais. Alors, comment Israël peut-il espérer dominer la région? Parce qu'il sert de cheval de Troie, de proxy. Il est un instrument du pouvoir américain dans l'esprit des Américains. Dans son propre esprit, il est entièrement indépendant et il a réussi à convaincre les États-Unis de le soutenir. Mais vous savez, il suffit de regarder l'histoire de la région, l'histoire de la Perse et de la Grèce. Alexandre le Grand a conquis une immense région. Il n'y avait pas beaucoup de Grecs ni beaucoup de Macédoniens. Il y est parvenu grâce à son excellence militaire. Alors, quel est le problème ici avec Israël? Israël ne dispose d'aucun instrument d'influence dans la région, si ce n'est l'usage de la force, dont il use sans aucune inhibition vis-à-vis du droit international, sans considération ni empathie pour ses voisins, et en les tuant à volonté. Et ensuite, son économie de haute technologie, qui est en grande partie, sinon entièrement consacrée à la production d'équipements militaires, repose sur un état de surveillance et un état policier, imposant cet état policier aux Palestiniens, au peuple occupé de Palestine. Ainsi, Israël est le leader mondial en matière de technologie d'État policier. Et beaucoup de pays de la région sont des États policiers. Je veux dire, ils peuvent être des États policiers bénins, mais ce sont des États policiers. Israël leur fournit donc la technologie leur permettant d'ignorer l'opinion publique et de gouverner. Mais Israël n'a aucun attrait politique. C'est un monstre génocidaire. Il est considéré par les peuples de la région comme maléfique, irrémédiablement maléfique. Son association avec les États-Unis a gravement terni la réputation de mon pays, le rabaissant au niveau d'Israël, qui est très bas en effet. Mais les Israéliens ne s'en soucient pas. Ils se préoccupent de leur objectif d'établir un contrôle sioniste sur l'Asie occidentale et d'éliminer tous les ennemis potentiels. Et encore une fois, ils voient des ennemis là où il n'y en a pas, car telle est la nature de la psychose. Voici l'ambassadeur, le ministre des Affaires étrangères d'Iran, Araghchi, qui parle des garanties dans le cadre des négociations avec les États-Unis. Il évoque les garanties qui pourraient faire partie des discussions entre les deux parties. Voici ce qu'il a déclaré. Trump, pour te dire personnellement que puisqu'il est celui qui a rompu la promesse la dernière fois, nous avons besoin d'une garantie. Nous avons besoin d'une garantie objective que le même scénario ne se reproduira pas et que les États-Unis n'utiliseront pas la force pour résoudre leurs différends avec d'autres, ou du moins avec l'Iran. C'est un point juste. Ils ont essayé une fois l'année dernière et ils ont échoué. Le programme nucléaire iranien ne peut pas être bombardé et détruit, car c'est une technologie que nous avons développée nous-mêmes. Il n'y a donc pas d'autre solution qu'une solution diplomatique. Quelles sont les garanties qu'il y a recherche? Eh bien, ce n'est pas clair. Vous savez, fondamentalement, l'Iran avait la meilleure garantie possible avec le JCPOA, l'accord nucléaire initial, c'est-à-dire la résolution du Conseil de sécurité qui en faisait une loi internationale. Et les États-Unis, sous Trump, ont tout simplement ignoré cette loi internationale. Vous savez, et moi, en tant qu'optimiste apparemment incorrigible, je constate que les États-Unis mènent une forme très brutale de guerre économique. Soyons clairs, il ne s'agit pas seulement de larguer des bombes. Il s'agit de faire s'effondrer l'économie iranienne,
ce que nous essayons apparemment de faire selon notre secrétaire au Trésor. Et c'est certainement la conclusion à laquelle on doit parvenir si l'on examine l'ensemble des sanctions et autres mesures prises contre l'Iran. La deuxième question, cependant, si l'on se demande si les États-Unis attaqueront l'Iran à cause de son programme nucléaire, comporte deux aspects. Le premier concerne Israël. Vous savez, Israël n'est lié par rien. Il a montré qu'il n'était pas disposé à accepter ni à se soumettre à un quelconque accord entre les États-Unis et l'Iran, et qu'il fera tout son possible pour le saboter, comme il l'a fait dans le cas du JCPOA, et plus récemment par des attaques militaires contre l'Iran. Bien sûr, pendant toute cette période, Israël a assassiné un grand nombre de scientifiques, d'ingénieurs, de politiciens et d'autres Iraniens. Il y a donc une guerre en cours, un conflit de faible intensité, indépendamment de ce qui se passe avec les États-Unis. Deuxièmement, cependant, je suppose, pour revenir à ce que je crois être l'objectif de l'Iran dans les négociations, que si l'Iran parvient à convaincre les États-Unis qu'il ne construit effectivement pas de bombes et qu'il prend des mesures en coordination avec les États-Unis et la communauté internationale pour faire en sorte que cette conclusion soit largement acceptée, alors Israël se retrouve face à sa propre psychose. Et personne ne croira les fausses déclarations qu'il ne cesse de faire à ce sujet. Je veux dire, nous sommes ici face à une situation étonnante. Le Mossad, le service de renseignement israélien, qui est de toute évidence de tout premier ordre, a à plusieurs reprises indiqué au gouvernement israélien qu'aucune décision n'avait été prise à Téhéran pour construire une arme nucléaire. La CIA et d'autres sont parvenus à la même conclusion. Et pourtant, nous avons le Premier ministre d'Israël qui affirme continuellement le contraire à des fins de propagande pour rallier du soutien à des attaques illégales de diverses natures contre l'Iran par Israël, comme je l'ai décrit. C'est une situation incroyable. Je pense qu'Arakchi, tout simplement, en tant qu'ancien diplomate, dirait, vous savez, que l'optimisme est pour les diplomates ce que le courage est pour les soldats. Si vous êtes diplomate, vous devez être optimiste. Vous devez croire qu'il est possible de parvenir à un accord, même si cela ne semble pas évident. Et je pense qu'il encourage une négociation de bonne foi de la part des États-Unis. Je ne pense pas qu'il ait actuellement une telle négociation. J'aimerais me tromper, mais je pense qu'il espère un accord qui établirait la paix entre l'Iran et les États-Unis, ce qui isolerait Israël sur cette question. Deux différences entre ce que nous avions avec le JCPOA et la situation actuelle sont que, à l'époque, la Russie et la Chine étaient quelque peu indépendantes. Elles se tenaient sur un terrain intermédiaire, essayant même de se placer entre l'Occident et l'Iran. Aujourd'hui, elles sont du côté de l'Iran. Elles le soutiennent. L'autre différence concerne le rôle des pays européens, qui était alors si important. Aujourd'hui, lorsque nous parlons de l'Europe et de l'Iran, je suis stupéfait de constater que le commerce entre l'Iran et l'ensemble de l'Europe est inférieur à celui que l'Iran entretient, par exemple, avec l'Afghanistan. Cela montre à quel point l'Europe est devenue insignifiante pour l'Iran et pour la politique étrangère iranienne. Je pense que l'économie joue un rôle majeur dans toute cette situation, mais l'Europe s'est en quelque sorte retirée de tous les calculs. Je pense que tu as raison sur les deux points. La politique américaine a rapproché la Chine et la Russie. Cela ne se serait pas produit si les États-Unis ne les avaient pas considérés comme des ennemis et n'avaient pas tenté d'orchestrer, sinon un changement de régime, du moins un affaiblissement et une isolation des deux. Les actions américaines contre l'Iran et la Corée du Nord ont désormais conduit à une improbable entente consultative à 4 entre Pyongyang, Pékin, Moscou et Téhéran.
Enfin, ce que les États-Unis ont fait au Venezuela et les graves violations du droit international que ces actions et d'autres démontrent, a essentiellement isolé les États-Unis sur la scène internationale. En conséquence, il n'y a pas seulement les 4 pays que j'ai mentionnés qui soutiennent l'Iran. Les Arabes du Golfe le soutiennent également de manière effective. Ils ne veulent pas de guerre et ils l'ont clairement fait savoir. Ils ont dit aux États-Unis, « Vous ne pouvez pas utiliser de bases sur notre territoire. Vous ne pouvez pas utiliser notre espace aérien pour attaquer l'Iran. » C'est pourquoi les déploiements ont été déplacés vers l'Azerbaïdjan et l'Arménie. Bien sûr, l'Azerbaïdjan et l'Arménie sont aussi plus proches de Téhéran que ne l'est le Golfe Persique. Quoi qu'il en soit, oui, l'Iran se trouve dans une position internationale très différente. Ses relations avec les États-Unis sont pires que jamais, et il n'a plus de relations avec l'Europe, car les Européens se sont en grande partie retirés des affaires du Moyen-Orient. Ils ne sont pas présents. Vous savez, vous avez mentionné que le commerce avec l'Iran est désormais inférieur au niveau du commerce iranien avec l'Afghanistan. C'est en effet une évolution remarquable dont je n'étais pas au courant. Mais cela symbolise l'absence politique et économique de l'Europe dans un engagement effectif au Moyen-Orient. Un autre facteur nouveau, bien sûr, et qu'il convient de mentionner, est l'implication de la Turquie en Asie occidentale. La Turquie s'est réorientée, s'éloignant de l'Europe pour se tourner vers son environnement moyen-oriental immédiat. Et cela inclut, malgré les difficultés dans les relations turco-iraniennes, la relation avec l'Iran, qui est aujourd'hui bien meilleure qu'elle ne l'était par le passé. Et bien sûr, l'Iran, la Turquie et d'autres pays ont tous été horrifiés par ce qui se passe à Gaza. Ainsi, la conquête par Israël d'une hégémonie militaire au Levant a conduit à une coalition de facto entre les États arabes et l'Iran. Même l'Égypte, qui a toujours eu de très mauvaises relations avec l'Iran parce qu'elle en était une rivale pour l'influence dans la région, entretient désormais une relation bien meilleure. Donc oui, je pense que tout cela est en train de se produire. Et plus important encore, puisque nous faisons face à une guerre probable, les Chinois et d'autres se sont montrés tout à fait disposés à renforcer les défenses de l'Iran. Ils ne viendront pas à la défense de l'Iran. Ils ne sont pas ses alliés. Ils ne sont pas des belligérants. Mais ils soutiennent la souveraineté, l'indépendance et la capacité d'autodéfense de la République islamique. Et il en va de même pour la Russie, dans les limites imposées par son attention portée à la guerre en Ukraine. J'imagine qu'il en est de même pour la Corée du Nord, bien que je n'en connaisse pas les détails. La Corée du Nord, à une époque antérieure, a joué un rôle important dans le développement des capacités balistiques de l'Iran. Enfin, la Corée du Nord constitue un exemple pour l'Iran. La réponse nord-coréenne à la pression maximale, précisément la politique que les États-Unis appliquent à l'Iran, a été de développer un missile balistique intercontinental. Et apparemment, l'Iran en a désormais testé un, accompagné d'une arme nucléaire conçue pour y être montée. Ainsi, les États-Unis sont désormais vulnérables à une attaque de la part de la Corée du Nord par des missiles balistiques intercontinentaux dotés de plusieurs ogives et de leurres. Le même résultat, indépendamment des inhibitions théocratiques ou théologiques iraniennes, est très probablement ce qui se produira en Iran si nous poursuivons sur la voie actuelle. Et d'ailleurs, la disparition du contrôle des armements et la réapparition d'une course directe aux armements nucléaires entre la Fédération de Russie et les États-Unis, et désormais entre la Chine et les États-Unis, sont un très bon indicateur que nous pourrions être à l'aube d'une nouvelle phase de prolifération. Le Japon envisage de développer ses propres capacités nucléaires, ce qu'il pourrait faire très rapidement, compte tenu de son niveau de latence nucléaire.
En Corée du Sud, l'opinion publique est largement favorable à la construction d'une arme nucléaire pour contrer celle de la Corée du Nord. Et je pense que nous voyons le Pakistan accorder, en pratique, une garantie nucléaire à l'Arabie saoudite contre Israël. Je crois donc que nous pourrions être à la veille d'un élargissement de la prolifération. Les dangers de guerre nucléaire augmentent, ils ne diminuent pas. Si je ne me trompe pas, les deux pays qui disposent d'aujourd'hui des mêmes types de capacités que l'Iran sont le Japon et le Brésil. On les appelle des puissances nucléaires du seuil. Je pense que dans le cas du Japon, c'est assez clair. Le Japon a construit des fusées et développé des systèmes de guidage qui sont manifestement très précis. Par exemple, les Japonais ont envoyé des expéditions robotiques pour inspecter des astéroïdes et des comètes. Ce sont potentiellement des ICBM, MRBM ou IRBM, des missiles balistiques déguisés. Deuxièmement, le Japon est le plus grand détenteur de plutonium au monde et il possède la capacité, certains pensent, la compétence technique, de produire une ogive nucléaire en quelques semaines ou quelques mois, et il dispose des fusées sur lesquelles les installer. Je ne pense pas que le Brésil soit dans la même situation. Le Brésil possède une technologie nucléaire, oui. Elle ne dispose pas de la force de missile. Et il ne semble pas, en supposant que l'Argentine continue de bien se comporter, qu'elle ait la moindre inclination à se doter de l'arme nucléaire. Bien sûr, elle en a la capacité si elle choisit de le faire, tout comme l'Argentine. Et nous avons vu, il y a quelques décennies, les débuts d'une course aux armements nucléaires entre les deux. C'est terminé. J'espère que cela ne reviendra pas. Mais je pense que la question plus large dans le cas du Brésil est de savoir si le Brésil est prêt à tolérer le type de despotisme, le type de dictature sur la région que les États-Unis revendiquent désormais le droit d'imposer. Je pense que la réponse est non, mais cela ne conduit pas nécessairement au développement d'armes nucléaires. Le Japon a un autre problème. Il fait face à une Corée du Nord nucléaire. Le Japon sert de base de déploiement pour toute réponse américaine ou internationale à une guerre sur la péninsule coréenne. Les missiles nord-coréens ont été principalement dirigés contre les bases américaines au Japon et non contre la Corée du Sud. Aujourd'hui, ils sont pointés vers New York, Chicago, San Francisco et Los Angeles. Mais vous savez, le Brésil n'est pas confronté à ce genre de situation. Donc je pense que la comparaison n'est pas très pertinente. Monsieur l'ambassadeur, vous avez mentionné le cas de la Turquie. Je pense que la Turquie a d'une certaine manière créé ce genre de chaos en Syrie, et maintenant, elle ne sait plus quoi faire. C'est tellement complexe. Et cela devient de plus en plus complexe avec le temps. Mais ensuite, lorsqu'il s'agit de l'Iran, si quelque chose se passe avec l'Iran, la Turquie se retrouve prise entre l'Iran et la Syrie. Et je pense que la situation avec l'Iran revêt une importance particulière pour la politique étrangère de la Turquie. C'est pourquoi nous les voyons essayer de tout faire, littéralement tout, pour rapprocher les deux parties. Oui, je pense que les Turcs sont très très inquiets. Ils ne veulent pas d'une guerre entre l'Iran et qui que ce soit. Ils sont aussi horrifiés que quiconque par les actions israéliennes à Gaza, en Cisjordanie et en Syrie. Ils viennent de remporter une victoire importante en Syrie, avec les Kurdes désormais, sinon totalement intégrés, du moins potentiellement intégrés, dans l'armée nationale syrienne. C'est la fin des soi-disant forces démocratiques syriennes, qui sont kurdes. Et bien sûr, les attitudes turques envers la Syrie ont toujours été très complexes. La Syrie faisait partie de l'Empire ottoman. Il y a eu des différends frontaliers entre les Syriens et les Turcs, essentiellement résolus, mais encore présents sur le plan émotionnel.
Il y a la question des Kurdes en Syrie et de leur relation avec le PKK, ainsi qu'avec le mouvement politique et militant kurde plus large dans la région. Aujourd'hui, Abdullah Öcalan, le chef de ce mouvement, a en quelque sorte fait la paix avec le gouvernement turc. Mais les Turcs d'Irak sont très préoccupés par le sort de leurs compatriotes kurdes en Syrie. Et bien sûr, Israël a affirmé que la Syrie faisait partie de sa sphère d'influence, ce que la Turquie n'accepte pas. C'est donc une situation très complexe. Je veux simplement dire une chose à propos de la Turquie, qui est très importante lorsqu'on réfléchit aux relations occidentales ou d'ailleurs aux relations régionales avec la Turquie. Si vous n'avez pas la coopération, ou au moins la bienveillance, des Turcs, vous ne pouvez pas mener de politique envers la Syrie, l'Irak, l'Iran, la région de la mer Caspienne, le Caucase, la Russie, l'Union européenne, la Grèce, Chypre, les Balkans, la question palestinienne, l'Afghanistan et l'Asie centrale, au-delà de l'Afghanistan. Les Turcs ont leur mot à dire dans tous ces domaines, et dans une certaine mesure, il faut tenir compte de leurs intérêts. Je pense que c'est l'une des raisons pour lesquelles la République islamique d'Iran a fait de gros efforts pour entretenir de bonnes relations avec la Turquie, parce que c'est la clé pour poursuivre les intérêts iraniens dans tous les endroits que j'ai mentionnés. Deux entretiens avec le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, ont eu lieu récemment. Dans les deux, il a mentionné que les négociations avec les États-Unis allaient dans la mauvaise direction. Et nous savons qu'il ne participe pas activement à ces négociations. Pensez-vous que c'est la principale raison pour laquelle il en est arrivé là, que les négociations ne mènent à rien de bon? Je pense qu'il y a plusieurs facteurs ici. Tout d'abord, il existe un sentiment de trahison chez les Russes face à l'absence de suivi du sommet d'Anchorage en Alaska, où ils pensaient avoir atteint un terrain d'entente entre Vladimir Poutine et Donald Trump. Cet accord n'a pas été poursuivi ni mis en œuvre de manière plus large. L'idée était que, quel que soit ce qui se passerait en Ukraine, il y aurait un engagement global entre les États-Unis et la Russie sur diverses questions. Cela ne s'est pas produit. Bien au contraire. L'administration Trump a continué à appliquer et même à renforcer les sanctions contre la Russie, notamment les plus récentes sur les exportations de pétrole russe, qui fragilisent l'économie russe. Le deuxième point est plus simple. Les discussions de Witkoff sont essentiellement considérées comme semi-officielles aux yeux des Russes. Vladimir Poutine a déclaré à plusieurs reprises que si cette question devait être résolue, elle devait l'être par des diplomates professionnels, c'est-à-dire Sergei Lavrov et son homologue Mike Pompeo, ou celui qui succédera à Pompeo au poste de secrétaire d'État. Et je pense que ce que Lavrov exprime réellement, c'est une désillusion générale quant à la capacité de l'administration Trump non seulement à mener des négociations, mais aussi à mettre en œuvre les accords conclus lors des discussions. Les États-Unis ont très peu de crédibilité. Vous avez mentionné, ou plutôt l'interlocuteur de Raichi que vous avez montré a mentionné, que Trump avait déchiré le JCPOA, l'accord nucléaire iranien. Comment peut-on faire confiance à quelqu'un qui ne tient pas parole, ne se sent pas lié par les actions de ses prédécesseurs et pense que tout est une page blanche sur laquelle il peut effacer ce qui a été écrit et y inscrire quelque chose de nouveau? Ce problème ne concerne pas seulement les États-Unis et la Russie. Le contexte ukrainien est au cœur de toutes les difficultés que rencontrent les États-Unis. Et vous savez, on voit des choses se produire. Par exemple, il est maintenant question d'un plan américain de désarmement du Hamas. Eh bien, personne n'en a parlé avec le Hamas. Ils ne vont pas se désarmer.
Il y a ce soi-disant Conseil de la paix chargé de gouverner la Palestine, qui ne compte pas un seul membre palestinien, mais comprend des membres israéliens. Ce sont à vrai dire des développements absurdes. Ils n'ont aucune crédibilité. Ils peuvent sembler crédibles aux naïfs aux États-Unis, mais à l'échelle internationale, c'est vraiment une plaisanterie. Et Sergueï Lavrov exprime un point de vue qui n'est pas propre aux Russes, mais qui est, j'en suis sûr, très répandu parmi eux. Oui, merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur, d'être avec nous aujourd'hui. Un grand plaisir, comme toujours. Eh bien, je suis heureux de voir de retour à la maison et continue ton bon travail. Thank you.